up arrive in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Il a le sourire, mon invité. Il a le sourire. Ça me fait plaisir de Bon, te voir, ça fait très longtemps. ah bah ça fait un certain temps. On se connaît depuis maintenant plus de 14 ans, quelque chose comme ça, à peu Facilement. près. On va dire ça comme ça. Et cette personne, Nabil Djedouani, pardon, c'est quelqu'un, je balance les coulisses, hein, moi je balance tout, hein, je suis en France, donc je balance. C'est très historique tout ça. On va beaucoup parler d'histoire, je crois, pendant une heure, parce il nous a accordé une heure d'entretien et j'en suis vraiment, vraiment content. Ça fait 3 ans, depuis que la chaîne existe, il le dira, que je cours après lui pour C'est qu'il vrai. puisse venir, mais c'est vraiment ça. Et à chaque fois, il décline pour des raisons qui sont propres, parce que ce monsieur-là a plusieurs casquettes, mais on va dire que il y en a une qui est très, très importante à ses yeux, énormément. Et je ne sais même pas si il se voyait la porter, cette casquette, il y a plus de 15 ans. Peut-être, on va en discuter. Il a un site qui est aussi il avait d'abord un site et ensuite c'est devenu une chaîne YouTube. Il n'est pas youtubeur et ça s'intitule Les archives numériques du cinéma algérien. Et c'est quelque chose de très important. Dans le descriptif, vous avez le lien. On va parler de tout ça. Mais Nabil Djedouani, il est aussi, moi je l'ai connu en tant que réalisateur d'un film documentaire saisissant et étonnant, toujours étonnant aujourd'hui, en 2024, qui s'appelle Afrique Hotel, qu'il a co-réalisé avec Hassan Ferhani en 2010. Et puis aussi, il a réalisé beaucoup plus tard, en 2019, un court-métrage qui s'appelle Rock Against Police. Rock Against Police. J'allais dire Rock Against Machine, mais ça c'est autre chose. Police en 2019. Et puis tu as été aussi acteur parmi quelques apparitions. Il y a surtout Jésus-Christ. Tu as joué quand même Jésus-Christ, hein. Je veux dire, il y a un moment, il faut se Qu'est-ce que tu peux détendre. faire après, en fait? Tu peux plus faire rien d'autre après avoir Tu joué peux Jésus. plus rien. Vous avez joué quoi? Jésus-Christ. Ah, mais dans quel film? Un film de Rabah Murzaïmesh. Allez-y. Allez-y, vous pouvez passer. Qui s'appelle donc Histoire de Judas. Tu as travaillé aussi avec des cinéastes, ou pour le coup aussi avec Rabah Murzaïmesh. Et aujourd'hui, fort de tout ça, il y a aussi un rôle important que j'aime beaucoup, qui est un rôle aussi qui est peut-être une déclinaison de la critique de cinéma. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai toujours vu. Tu fais partie de la programmation des rencontres cinématographiques de Béjaïa qui en sont à leur 19e édition, si je ne me trompe C'est pas. bien ça, ouais, ouais. C'est bien ça. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, on se connaît, donc on va se tutoyer. Donc, première question que je pose toujours à mes invités, qui peut peut-être déstabiliser, mais là, pour le coup, elle va être très intéressante. Comment vas-tu? Waouh! Écoute, ça va. Il fait encore beau, ça va, ça va. Mais c'est pas évident. C'est pas évident d'être programmateur dans un festival de cinéma en Algérie et puis c'est pas évident aussi de poursuivre le travail que je fais depuis maintenant 12 ans, et que j'ai appelé les archives numériques du cinéma algérien. C'est de moins en moins évident de poursuivre, en fait, sans financement, sans aide et cetera. Donc il y a des grosses phases de je vais pas dire de dépression, mais il y a des grosses phases de moins bien, des grosses phases de doute, des grosses phases, d'envie d'abandonner parce qu'on n'a plus la force tout simplement et puis qu'on est rattrapé par les problématiques de la vie du quotidien. Mais il y a toujours quelque chose, hop, qui vient te rattraper, une petite lueur d'espoir par-ci par-là, un film, une archive que tu retrouves et surtout de voir la réaction des gens quand tu la diffuses, ça donne de la force et ça donne envie de poursuivre. Donc écoute, aujourd'hui ça va. Aujourd'hui, ça va. Tu sais, il y a une question que je pose très souvent à mes invités, que j'ai bien piqué à Serge Danet, et qui est la question de l'image marquante. Et c'est une image généralement qu'on a souvent, enfin, quand on y réfléchit, souvent, elle vient de l'enfance, voire peut-être un peu de l'adolescence, et c'est n'importe quelle forme d'image, hein. Ça peut être une photographie, ça peut être. Et moi, je t'avais entendu une fois, je ne sais plus, il y a quelques années, je ne sais plus sur quel site, tu parlais des archives, donc de numérique du cinéma algérien, à un moment, tu t'étais permis une parenthèse extrêmement subjective et très, très émouvante aussi. Tu parlais de ton grand-père, si je ne me trompe pas, et cette idée de vouloir, de peut-être comme ça, le retrouver lors d'une image que tu aurais dénichée et peut-être même restaurée.
et qui rappelle aussi une anecdote de Serge Danet qui, lui, n'a pas connu son père. Il savait qu'il était acteur et c'est pour ça que lorsqu'il regardait les films de l'entre-deux-guerres, il pensait peut-être un jour retrouver son père dans ces images-là. Son père était juif et donc l'entre-deux-guerres, la guerre, il a terminé sa vie tragiquement dans un camp de concentration. Donc il y a tous ces rapports à l'image. Est-ce que toi, cette image marquante de ton enfance, est-ce que c'est plutôt un film, une photographie, ou est-ce que ce serait plutôt ça, cette image du grand-père, tout en restant dans l'idée cinématographique, bien évidemment? Alors, je pense que oui, tu as assez bien résumé les choses. C'est du coup, ce serait plus une image manquante qu'une image marquante et qui est cette quête de oui, cette quête du visage du grand-père qui est vraiment née, comme tu le dis, dans l'enfance, en fait. Moi, je suis allé dans le village de mon père très petit, dans la région de Tébessa, près de la frontière, tunisienne, très tôt, dès l'âge de 8 mois, j'y suis allé et donc tous les étés, on est passé là-bas pendant d'assez longues périodes et puis il y avait l'histoire un peu mystérieuse de ce grand-père qui planait au-dessus de nous, grand-père qui est mort au maquis et dont on m'expliquait qu'en fait, il ne restait plus de traces de lui et que les photos avaient été brûlées. Donc ça, tu racontes ça à un enfant de 7-8 ans, forcément, ça le marque et et on me montrait comme ça les montagnes au loin en me disant: «Il est sans doute enterré là-bas», parce qu'on n'a pas de sépulture. Donc cette quête de la sépulture et cette quête du visage, elle est très importante. En tout cas, elle a été, déterminante dans je pense, dans l'être que je suis. Pendant un temps, ça a été même très envahissant, peut-être même trop et peut-être qu'une façon de m'en libérer, c'était de partir à la recherche de cette image et donc ouais, de me lancer dans cette quête et parce que je sais aussi que, par exemple, mon grand-père a été spahi. Le spahi, c'est des corps de Oui. cavaliers Mmh. et je me suis persuadé qu'à un moment, il y a quelqu'un qui a filmé en 9 millimètres, en 9,5 millimètres ou en 8 millimètres à l'époque, cette troupe. J'ai fait des recherches, hein, pour retrouver dans les archives militaires, mais il y a toujours pas de photos. Je suis allé dans les archives d'Aix-en-Provence, j'ai trouvé d'autres photos de membres de ma famille qui étaient tous, impliqués dans le FLN local, mais il y a pas celle de mon grand-père. Donc voilà, cette quête, elle se poursuit et donc en cheminant, bah, j'ai trouvé plein d'autres films que j'ai eu envie de partager. Voilà. Ça peut être une jolie façon de raconter les choses, mais c'est ça, hein. Je pense qu'il y a vraiment c'est vraiment vrai, quoi. Ça part de Et là, je pense. et cette envie de le retrouver, est-ce que, c'est une envie qui part de là, comme tu dis, mais depuis très, très tôt? Par exemple, v naïvement, dans l'enfance ou l'adolescence, plutôt l'enfance, dans les films algériens de fiction que l'on voit, essayer de voir un peu moi, je me souviens dans les années 90, quand j'ai commencé à être très sensible au cinéma de la nouvelle vague, j'adorais voir les films de la nouvelle vague pour une raison peut-être bête, mais pour voir parce que très souvent, les personnages erraient dans les villes et il passait toujours devant une salle de cinéma et moi j'adorais voir à ce moment-là où le film a été tourné, qu'est-ce qu'il passait au cinéma. Donc il y a eu Mmh. un truc très sociologique peut-être pour le coup. Ou marqueur, est-ce qu'il y a de cela aussi chez toi quand tu vois tes premiers films algériens, enfant ou peut-être adolescent avec cette figure du grand-père? Alors, la figure du grand-père, ça ou la son absence du moins, ça a créé l'envie de faire des films, en fait. Ça a créé l'envie de raconter cette histoire. Donc vraiment le point de départ est là. Mon lien au cinéma, il naît dans cette absence, quoi. Il naît dans cette envie de raconter l'histoire de ce grand-père, essayer de soit par le documentaire, soit par la fiction et j'avais écrit des choses, hein et j'avais même entamé un film documentaire, il y a plus de 15 ans maintenant, où j'essayais de filmer mon père en Algérie, en train de me raconter un peu, comment les choses s'étaient passées et bon, c'est quelque chose que j'ai plus ou moins abandonné ou qui s'est transformé, j'en sais rien, mais le désir de faire des films, il vient de là aussi. Et les premiers films algériens que j'ai vus, je pense que c'est assez tard finalement. Bon, je parle pas de la télévision algérienne et des choses qui sont arrivées par la parabole dans les années 90 et des choses que je voyais. À l'époque, on regardait la télé algérienne surtout pour suivre l'actualité politique, terrible du pays, quoi. Donc les films, Mmh. c'était très secondaire, à ce moment-là. Mais c'est plutôt en fréquentant un cinéma de Saint-Étienne qui, à l'époque, s'appelait le Cinéma Le France, qui était un cinéma associatif, où il y avait une VHS de la bataille d'Alger qui circulait. On commençait à lire Fanon. Enfin voilà, on était en train de se faire une culture politique et cinématographique avec un petit groupe comme ça de passionnés à Saint-Étienne. Certains ont continué dans le cinéma, d'autres non.
Mais ça a été aussi un autre moment déterminant avec une personne très importante qui nous a aussi, initiés, comment dire, à la réalisation tout simplement, hein. C'est là-bas que j'ai fait mes premiers pas aussi. Antoine Rava qui aujourd'hui dirige la Cinémathèque de Saint-Étienne Mmh. et voilà, ce monsieur, donc dirigeait cette association, du Cinéma Le France en partie, en tout cas tout ce qui était en direction du jeune public et voilà, il avait su former un groupe et c'est d'ailleurs comme ça que je me suis retrouvé en 2005 pour la première fois à Béjaïa, à participer aux rencontres cinématographiques de Béjaïa pour aller, présenter les premiers films qu'on bricolait à l'époque, et qui étaient où il était déjà question d'archives, mais plutôt d'archives de l'immigration, voilà. Donc voilà, puis ensuite il y a eu 2003 qui est un moment important parce que l'année de l'Algérie en Ouais, France exactement. et c'est là que j'ai vu pour la première fois sur un écran en 35 millimètres, Chronique des années de Braise, où j'étais impressionné par la taille de l'image, par exemple. Le film en lui-même, ne m'a pas passionné, mais je crois que c'était la première fois que je voyais un film en cinémascope comme ça dans une salle. J'ai vu Tahia Didou à cette époque-là et puis il y avait la bibliothèque municipale où Mmh. moi j'étais un vrai un rat de librairie, un rat de bibliothèque et il y avait la fameuse collection Tassili Vidéo. Donc c'est une Voilà, tu édition peux nous VHS. raconter parce que ça, il y en a qui connaissent pas et c'est un peu les films de ma vie de Claude Berry. C'est C'est la ça, fè c'est un peu comme ça, voilà, c'est ça. mais version algérienne. Donc c'est une édition, VHS qui a existé au début des années 90, je pense qu'elle est sortie en 93 et heu et qui paraît-il était une édition pirate, hein, déjà à l'époque. Ouais. Où ils ont publié une trentaine de films algériens, des classiques, peut-être à partir de copies bêta, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, ça m'a permis de voir, Ali au pays des mirages, Tahia Didou, Cris de pierre, il y avait vraiment plein de choses et donc voilà, le lien au cinéma algérien, c'est vraiment la fin de l'adolescence, je fais des études de cinéma au lycée, je poursuis mes études de cinéma à l'université à Lyon. Donc voilà, c'est dans ces moments-là qu'il y a eu la littérature aussi, tout d'abord, heu et puis après le cinéma, ouais. La littérature algérienne, je veux dire et puis le Ouais. cinéma ensuite. Alors juste, est-ce qu'on peut revenir à 2005, les rencontres cinématographiques de Béjaïa? Mmh. Question indiscrète, mais toujours en phase avec le cinéma. Est-ce que c'était la première fois, où tu te confrontais à une communauté cinématographique algérienne? À des gens, des visages, d'Algérie? Ouais, 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 complètement, Ouais? complètement. Peut-être que, peut-être que Malek Bensemaï était venu à Saint-Étienne présenter des films auparavant. Il y avait eu la sortie de Rachida aussi, le film Rachida, Ouais? quelques années, qui avait été un peu quand même une sorte de phénomène où c'était le retour du cinéma algérien. Mmh. Après, entre guillemets, «la décennie noire» et Mmh. avec une distribution en France et moi, je crois que c'est la première fois que j'allais au cinéma avec mon père. Donc il y avait eu ça, mais pour parler de la communauté du cinéma en Algérie, oui, le premier contact, c'est en 2005 et à l'époque, waouh, tu sentais qu'on revenait de loin, en fait. Tu sentais qu'on revenait de loin et les choses étaient fragiles, mais il y avait une réelle envie, en fait et puis surtout, on est à Béjaïa, on est en Kabylie et on est quand même au lendemain du printemps berbère, quoi, ce qu'on appelait le printemps noir. Et donc moi, ce qui m'a fasciné dans ce moment-là, c'est vraiment la qualité et la puissance des prises de parole du public. Ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu ailleurs, Mmh. et je me disais: «Waouh, c'est impressionnant». Il y a une vraie culture politique. Il y a peut-être pas une réelle culture cinématographique, mais les questions dans leur décalage créent une pertinence et une gêne et créent un dialogue, en fait, avec les cinéastes, ça les bouscule et je trouvais ça superbe, en fait et je me disais: «Waouh, c'est quelque chose qui est sain et qu'il faut préserver» et donc j'y suis retourné comme ça régulièrement, soit en tant que simple spectateur, soit en tant qu'invité et Mmh. aujourd'hui, j'ai la chance depuis 4 ans maintenant, mais la première édition n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu le covid, Ouais. mais j'ai la chance de faire partie du comité de sélection, on va dire, je sais pas comment dire ça, on reçoit des films, on voit des films, on aime des films, on essaye de faire en sorte qu'on puisse les présenter au public algérien, quoi. Alors Et en avant qu'on essayant de parle de convaincre nos collègues, ce qui n'est pas toujours simple parce qu'on n'a pas forcément les mêmes goûts, les mêmes envies et tout, mais oui.
Mais, Mais mais c'est est-ce que, quand je dis que c'est une déclinaison de la critique de cinéma, la programmation, est-ce que tu partages ce point de vue, ou tu envoies un autre point de vue par rapport au rapport à la programmation? alors pour moi, je conçois les rencontres cinématographiques de Béjaïa comme le rendez-vous qui peut être un état des lieux annuel de Hmm. la production cinématographique en Algérie. C'est comme ça que je le conçois. Dire que ça serait une sorte de prolongement de la critique, je dirais que ça La risque de programmation, j'entends bien. Je parle pas des non, rencontres, je parle du programmateur oui, en oui, oui, bien l'occurrence. sûr. Ouais. Non, parce que ça voudrait dire que peut-être que mes goûts passent avant ceux du public. Alors que moi, je me mets dans une position, plutôt inverse où, Mhm. quand on programme des films en Algérie, c'est tellement rare, c'est une opportunité tellement, exceptionnelle de pouvoir montrer des films dans une salle en Algérie avec un public, qu'on doit penser au public avant de penser à nos goûts, nos envies et cetera. Bien sûr, on essaye de faire passer des choses qui nous ont touchés, qui nous semblent, importantes de montrer, mais moi, j'ai envie que la salle vibre, j'ai envie que le spectateur se reconnaisse dans les films, j'ai envie, moi, je me mets au service du spectateur. Mais est-ce que j'y arrive? Je suis pas sûr, j'en sais rien. Mais je sais que c'est important, ça fait partie de mes intentions. Et Entre j'ai deux. déconstruit toutes mes années d'études de cinéma, trucs. J'ai fait 5 ans d'études de cinéma théorique, à manger du Bazin, du Deleuze, du tout ça. À un moment, je voyais les films, j'étais tout le temps, mais toi, ça, tu dois connaître, quoi. De voir des films et tu es tout le temps dans l'analyse, tu n'es plus un spectateur, Ça n'a pas tu changé, analyses. hein, tu le sais. Ça n'a pas changé me concernant. Bah, moi, j'ai eu besoin d'évacuer tout ça et de revenir un simple spectateur qui a des émotions, tu vois? Entre 2005 et 2010, c'est 5 années, c'est cool, quoi, c'est pas beaucoup. Et en 2010, il y a 2009, 2010, 2011, il y a ce film avec Hassan Ferhani. Donc, il y a une envie de fabriquer aussi ses propres images, qui est très important. Mais dans cette envie de fabriquer ses propres images, est-ce qu'en parallèle, il y avait comme ça déjà quelque chose dans tes esprits, dans ton esprit, pardon, qui allait devenir plus tard les archives numériques du cinéma algérien? Alors, j'ai toujours été un peu un collectionneur, ouais. Il y a ce truc-là avec un amour des vinyles, du truc de ce qu'on appelle un peu les choses vintage, quoi. Donc il y a toujours eu ça et au cours de mes études, en fait, mes études, je les ai terminées en 2008. Donc c'est en 2007-2008 où il a été question d'écrire des mémoires de fin d'études. Je voulais travailler sur le cinéma algérien, donc c'est à ce moment-là où je me suis dit: «Mais merde, il y a rien, en fait». Je vais à la bibliothèque de l'université, je trouve, je l'ai pas là, mais je trouve que le livre de Boudjedra et le livre de Younes Ah oui, Dadsi, la somme oui. incroyable. OK, mais bof, c'est pas suffisant. Les films, bah, en dehors de la bibliothèque municipale dont je te parlais, je n'arrivais pas à les trouver. Donc c'est là, je me suis dit: «Bon, il y a quand même quelque chose, il faudrait un jour trouver l'espace pour montrer ces films-là». Mais en fait, dans ce moment de ma vie, l'envie de faire des films était plus présente que l'envie d'archiver le cinéma algérien. Donc c'est comme ça que je me retrouve, grâce à l'ami Hassan, à vouloir faire une sorte de remake du film de William Klein, heu, qu'il avait fait en 69 sur le festival panafricain. L'Algérie organise le second et donc Hassan, c'est une idée de Hassan, hein, au départ évidemment. Il a envie pareil de constituer des équipes, un peu à la manière de William Klein et d'aller à Alger et filmer ce moment et puis faire un film, patchwork. Bon, au final, il s'est retrouvé avec moi et hem et on décide à ce moment-là de prendre un peu la tangente et d'être dans la marge de ce festival. On arrive à avoir une autorisation de tournage, on cherche un producteur pendant un temps, qui se fout à la limite de notre gueule et l'ironie veut qu'on le retrouve, 1 an plus tard dans un gros festival de documentaires. Il nous dit: «Mais comment vous avez fait, quoi?» Bah, on a fait sans toi, en se débrouillant, en fait et en empruntant du matériel, bah, encore une fois, au cinéma Le France à Saint-Étienne. Katia Camély à l'époque, Mmh. l'artiste Katia Camély nous avait aidés aussi. Enfin, on se débrouille comme ça et on fait ce film qu'on a mis du temps à monter, hein, parce que c'est en totale indépendance, on avait zéro, 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 zéro argent. Et bon, le film a un peu vécu, il a circulé, il est passé à Ouais. Béjaïa, il est passé aussi du coup à Vision du Réel. C'est là qu'on a revu ce producteur qui ne croyait pas en nous. C'est Hassan qui m'a rappelé cette histoire et ouais, c'est fou en fait d'avoir fait Vision du Réel avec un film fait avec rien, quoi. Juste deux mecs qui se retrouvent à Alger. Je m'en rendais pas compte à l'époque, tu vois. Aujourd'hui, je m'en rends plus compte, tu vois. Mmh, Mais mais ce que oui. tu omets de dire, pour celles et ceux qui n'auraient peut-être pas vu le film,
qui aurait eu l'outrecuidance de ne pas avoir vu le film parce il est vraiment magnifique ce film. J'ai comme ça parfois des mots, ça me revient un peu des mots journalistiques. Non, sérieusement, le film, si j'ai bonne mémoire, c'est pas un film sur forcément hein, le festival panafricain. Il est là, on l'entend, il est dans les Mmh. coulisses, mais vous filmez autre chose. Et c'est très drôle parce que quand on voit ce que toi tu as fait ensuite avec les archives numériques, quand on entend ces deux termes, dans un premier temps, et qu'on ne connaît pas très bien ton travail, qu'on ne connaît pas très bien la chaîne, le site, et qu'on y va pour la première fois, eh ben, on peut être très surpris parce que ça n'est pas que on n'est pas dans une évidence totale où on voit, oui, effectivement, quelqu'un qui a trouvé ou retrouvé ou restauré, parce qu'on va parler de restauration après, bah, des longs métrages de fiction, parfois certains très connus, d'autres un peu moins. Mais bon, non, c'est beaucoup plus. Il n'y a pas que ça. Ça peut parfois être un reportage de 3 minutes réalisé par une équipe suédoise ou je ne sais quel autre pays sur l'Algérie. Et je me dis, c'est ça aussi peut-être ce travail d'aller chercher ailleurs si l'Algérie est ailleurs, c'est-à-dire de montrer et sa diversité, et son chant, et son contre-chant, ou son off. Et quand je repense au film Afrique Hotel, on est aussi un peu dans cet état d'esprit, cette configuration, d'aller voir autre chose si cette autre chose est ailleurs. Bah, peut-être qu'effectivement ce goût de la marge transparaît peut-être, ouais, dans les choses que je peux partager, bah, tu vois, je sais pas, c'est comme si le cinéma algérien, si tu veux, il se divisait en 2 catégories, en 2 Sergio Leone, là, tu nous fais du en 2 Sergio voix. Leone. Non, je veux pas aller jusque-là, mais en 2 voix, tu vois? Il y aurait la voix Tahia Didou, de Zined, Mhm. par exemple, et puis il y aurait une autre voix, disons, plus classique, quoi, plus Chronique des années de Brest, quoi. Et donc il y a une voix de la marge, une voix de l'insolence, une voix qui détourne la commande, et puis il y a une voix qui obéit à la commande et qui sert un discours. Et donc je pense que, tu vois, j'ai fait le choix de prendre le chemin de Zined, quoi, à ce moment-là, parce que c'est plus intéressant, c'est plus surprenant, c'est plus vivifiant, c'est plus désarçonnant. Moi, j'ai envie que les gens, quand je propose une image, j'ai envie que les gens soient surpris. Euh, j'ai envie de faire l'effort de trouver des choses qu'ils n'ont pas vues. Et donc, plus tu fais cet effort-là, plus tu te diriges vers une sorte de rareté ou, ou de l'underground, quoi. Et tu le fais ressortir à la lumière. Ça m'intéresse vraiment. Ouais. Tu remarqueras que sur la chaîne YouTube, il n'y a pas tant que ça de grands classiques du cinéma algérien. Ils y sont, s'ils y sont, c'est par accident, on va dire. C'est parce que soit on me les réclame énormément, soit, ben, là, c'est une version sous-titrée en anglais ou, voilà, c'est quelque chose, encore une fois, qu'on n'a pas vu ailleurs. Donc oui, c'est montrer un autre cinéma algérien, une autre histoire de l'Algérie, d'autres façons de représenter l'Algérie post-coloniale, et puis aussi, des fois, je vais dans le cinéma colonial parce que ça m'intéresse de voir, Oui. comment, ce pays a été montré à cette époque-là, comment les Algériens ont été représentés, quoi. Donc ça fait quelque chose qui va de l'invention du cinématographe à quasiment aujourd'hui. Que tu le veuilles ou non, tu parlais de 2003, l'année de l'Algérie en France, qui est une année vraiment très importante, hein. Si un jour, enfin ça commence déjà à questionner, à travailler, à étudier le cinéma algérien depuis les années 2000, c'est une date vraiment importante. Et hem et puis tu parlais de 2005 aux rencontres et puis il y a d'autres périodes, tout ça. Il y a quand même on a quand même vu tu as quand même vu aussi, une génération qui était là, qui commençait à faire des courts-métrages et qui a évolué Mmh, et qui est passé au long-métrage. Tu as été témoin de tout ça et ça, ouais. c'est très intéressant. Est-ce que, et puis tu les connais aussi, est-ce que toutes ces personnes-là, qui constituent un noyau du cinéma algérien, peu importe ce qu'on veut dire, mais est-ce que tu il y avait aussi un manque, ils étaient cinéphiles, ils le sont encore, mais il y avait parfois un manque d'image de leur propre pays. Est-ce qu'il y a un peu de cela aussi en toi qui en faisait partie, qui en fait partie? C'est il y a des images, c'est dommage que nous n'avons pas ces images. Nous voulons fabriquer nos propres images, mais on a quand même besoin, c'est le système du rétroviseur, de ce qui s'est fait avant. Est-ce qu'il y a aussi il y a un peu de cela? Alors oui, pour moi, c'est là, on revient à l'aspect critique des choses. Dans ce côté, je veux rassembler des archives et je vous les montre, c'est aussi un geste critique. C'était aussi pour montrer à des cinéastes donc de cette nouvelle génération, regardez ce qui a été fait avant et puis regardez que finalement, c'était peut-être moins frileux que ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. C'est vrai que c'était important à un moment dans ma démarche en fait,
Et dans cette nouvelle génération, il y a de tout, tu vois? À l'époque, j'avais des discussions sur ça et pour certains, que tu as connus aussi, ils s'inscrivaient plus dans une cinéphilie qui est, on va dire, qui s'inscrit dans le monde, quoi. Donc ils étaient plus curieux de voir, des films américains, iraniens et cetera, asiatiques et cetera. Et très peu finalement s'intéressaient au patrimoine cinématographique algérien. Mais après bon voilà, moi c'est aussi peut-être, mon intérêt, il vient aussi du fait que je suis pas né là-bas. Mmh. Je suis un enfant d'immigrés, donc j'ai une sorte de curiosité comme ça, avide pour tout ce qui vient de là-bas. Alors que eux qui sont de là-bas, qui sont du cru, qui connaissent, qui ont peut-être vu ces images, ça les intéresse moins aussi. Mais moi, je voulais surtout montrer que, bah, ouais, voilà, regardez Tahia Didou, le mec, il a détourné la commande. Omar Gatlatou, il vient bouleverser, tout ce qui se faisait auparavant. Le charbonnier, il arrive à parler de la condition des femmes. On est en 72 aujourd'hui, comment on en parle? C'était un peu, voilà, aussi pour faire, réagir un peu comme ça, ou en tout cas les nourrir, tu vois? Nourrir leur cinéphilie. Oui, alors cinéphilie. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, hem, il y a eu aussi cette envie, d'aller encore beaucoup plus loin? C'est-à-dire, tu trouves des choses et puis tu t'aperçois que certaines choses que tu trouves, ont besoin d'être restaurées et qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le déclic? Si tant est, il y a eu un déclic, ça veut dire, est-ce que Mmh. c'était déjà bien avant cette idée de restauration? Qu'est-ce qui a fait que, bah, tu t'es lancé aussi dans une deuxième partie de ça? C'est-à-dire: «Je vais moi-même maintenant restaurer ces images». Bah, c'est en cheminant, en fait, en cheminant et en voyant que ce travail comme ça, fait à partir de VHS et de choses que je pouvais trouver ailleurs en ligne et cetera, bah, avait un réel, impact. Enfin, ça intéressait vraiment les gens, ça plaisait vraiment. Et puis j'ai eu envie de sortir un peu de ce côté, amateuriste peut-être, parce que je suis pas du tout la seule chaîne YouTube à diffuser des films algériens, loin de là, Ouais, ouais, bien sûr. loin de là. J'en découvre, tous les jours des nouvelles, donc voilà. Donc non, l'idée était de donner du sérieux à tout ça, heu, en donnant, enfin en allant me former à la restauration, restauration numérique, restauration physique, des supports. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai fait une formation longue à l'INA, de restauration numérique et puis là, plus récemment, cet été, j'ai eu besoin de me remettre un peu dans le bain de continuer de me former, en fait et j'ai participé à la Summer School de la Fédération internationale des archives du film et c'était incroyable d'aller dans ce festival à Bologne, de faire ce «stage» entre guillemets à la Cinémathèque de Bologne qui est devenue, la référence avec l'image retrouvée, qui est devenue la référence en termes de restauration de films. Donc, parce que j'ai envie d'apporter ça aussi en Algérie. Au-delà de la diffusion, j'ai envie de dire aux Algériens: «Nous avons des archives, on peut les numériser et on peut les restaurer nous-mêmes», plutôt que de toujours, démarcher des sociétés à l'étranger, faisons-nous faisons-le nous-mêmes, approprions-nous, nos archives, notre histoire et cetera. Donc, bon, je ne sais pas si j'arriverai à le faire un jour, mais voilà. Il s'avère qu'aujourd'hui, je suis formé à ça et que j'ai envie de transmettre ce savoir-là. Ouais, c'est ça, voilà, moi, en fait, c'est genre je venais à ça, doucement et timidement, mais c'était à ça que je venais, c'est que on a toujours entendu et toi le premier, hein, ça depuis quand on s'intéresse au cinéma algérien, un moment ou un autre, on entend ça. On entend le fait que, par exemple, prenons la Cinémathèque pour le coup, hem, il y avait des choses et on parle beaucoup de oui, c'est pas très bien archivé, c'est pas très bien conservé et cetera et cetera. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a en Algérie, avec ce que tu sais et est-ce qu'il y a il y a i est-ce en fait, la question est très simple. Est-ce qu'il y a toujours eu vraiment une politique de conservation ou est-ce que c'est vrai, il y a eu une rupture? Alors, oui, il y a eu une rupture. Il y a eu une rupture, à un moment donné, la cinémathèque algérienne s'est moins souciée de la conservation que de la diffusion. Mais parce Mmh. que, voilà, c'est un choix, C'est quelle période ça? C'est à peu près c'était quelle période? bah, les gens vont te dire que c'est beaucoup, Karesh, Boudiama Karesh qui a été beaucoup dans la diffusion des copies, en fait. Mais parce qu'on doit à ce monsieur d'avoir réellement développé le réseau des cinémathèques et donc il fallait que ce réseau vive et que les films soient vus et soient diffusés. Donc les copies ont beaucoup circulé et ont moins été conservées. Mais ça, on parle de copies positives, de copies d'exploitation. Parce qu'il Ouais, faut ouais. savoir en fait que les négatifs, quand on parle de restauration, normalement on travaille à partir des négatifs. Les négatifs ne sont pas en Algérie. À quelques peut-être exceptions près, tous les négatifs des films algériens sont en Italie ou en France. Parce que les films étaient développés à Microstampa, à Rome,
Mmh. ou chez LTC, GTC, et cetera, tous les grands laboratoires, parisiens. Donc les originaux ne sont pas en Algérie et ça aussi, ça pose une vraie question de souveraineté, de est-ce qu'il faut que ces originaux, ces copies, ces masters reviennent? Est-ce qu'il faut qu'elles restent là-bas? En tout cas, il y a eu beaucoup de diffusion de ces films, beaucoup de diffusion de copies positives et à un moment donné, vers les années 2000, je vais te dire 2012, je crois que c'est 2012 ou peut-être même avant, il a été décidé de restaurer les grands classiques du cinéma algérien, ce qui a été fait. Ce qui a été fait. Il y a une quinzaine de films qui ont été, restaurés, mais de superbes restaurations. Vraiment, ça a été fait à l'époque par le laboratoire Éclair, qui existait encore. Mmh. Et c'est comme ça qu'ont été restaurés Omar Ghaslatou, et d'autres films. Et puis il y a je parlais de l'image retrouvée et de la Fondation Scorsese. Ils ont restauré Chronique des années de Braise. Restauration magnifique, hyper luxueuse, qui a été diffusée récemment à la télévision, en France, pas en Algérie. Tahia C'est bizarre. Didou, C'est assez bizarre d'ailleurs que le Hamina n'ait pas j'ai diffusé en Algérie. C'est j'ai bizarre, pas ouais. compris non plus. Je sais pas Ouais, pourquoi, c'est très surprenant. Mais ouais. bon, des gens ont pu le voir sur une chaîne, Mmh. de télévision française il y a peu de temps. Tahia Didou a été restauré en Italie, donc à un moment, il y a eu un mouvement comme ça, il faut qu'on restaure tous les classiques et ça a été fait. Bon, comme ils sont diffusés plus ou moins, souvent dans des projections en plein air en Algérie. Mmh. Heu, Les vacances de l'inspecteur Tahar aussi, que je revoyais un peu l'autre jour, qui est un film incroyable de Moussa Haddad. Donc voilà, tous ces classiques ont été restaurés. Mais encore une fois, OK, les classiques, mais ceux de la marge, les Oui. autres, les productions de la télévision, qui a été un moment hyper intéressante, heu, qu'est-ce qu'on en fait? On les oublie, on les zappe, on les laisse mourir, où sont-elles en plus aussi? Là, par exemple, lors des prochaines rencontres cinématographiques de Béjaïa, ils m'ont fait ce grand plaisir et je suis très content. J'ai repéré un film algérien qui s'était perdu dans un festival en Allemagne et ils ont conservé la copie là-bas. Et grâce à tout un truc de partenariat, parce que la restauration, ça a un coût, la numérisation aussi, donc grâce à tes partenaires en Algérie, en France, ailleurs, en Allemagne, heu, on a pu numériser ce film. Là, il y a une amie qui est en train de faire l'étalonnage et on va pouvoir le présenter à Béjaïa. Mais ça, c'est un film, par exemple, qui a été produit en 1980 par la télévision algérienne et qui, paraît-il, n'a été diffusé qu'une seule fois à l'époque. Et pourtant, c'est un film super intéressant, selon moi. On verra ce que dit le public, dans quelques semaines. Mais donc il y a encore énormément de choses à trouver, en fait, en dehors des grands classiques, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. La télévision, vraiment, parce qu'encore une fois, on revient à ce qu'on disait, ma chaîne, c'est pas que le cinéma, c'est tous les à côté. Et Ouais. parfois, les à côté sont sublimes. Il y a des choses extraordinaires. Moi, j'ai vu des images de la télévision, mais enfin extraordinaires. Vraiment, par exemple, je sais pas si tu connais Rachid Baba Ahmed, qui est un Mmh. musicien Bien Tlemcen, sûr. un gars qui a fait du rock, qui a fait de l'électro fin 70, début 80. Ils ont tourné des choses, mais folles, mais folles. J'ai pu voir la seule fois où je suis allé aux archives de la télévision algérienne, c'était pour voir ces images. J'ai vu un film qui est un road movie musical dans le désert algérien, tourné en 16 millimètres. Ça, c'est des choses que j'ai envie de montrer, j'ai envie que les gens voient ça, tu vois? Pour moi, c'est tout aussi important quasiment que Omar Ghaslatou, la bataille d'Alger, tu vois? Parce que j'adore cette culture pop algérienne et j'ai envie de la donner à voir. Voilà. Mais il y a une Mais chose il y a une chose que je ne comprends pas, c'est que, pardon de revenir toujours à c'est pas des comparaisons, mais c'est des marqueurs. Godard, toute cette clique-là, quand ils étaient beaucoup, beaucoup plus jeunes et qu'ils lisaient donc des revues de cinéma, il disait Godard, il y avait des titres de films qu'on ne connaissait pas. Certains, plus grands que nous, avaient eu la chance de voir ces films. On savait que ces films existaient et on savait qu'un jour ou l'autre, il faudra les voir. ouais. Est-ce que, et ça, je trouve ça, je trouve génial. Bon, aujourd'hui, on a Internet, le rapport est beaucoup plus simple. Et tant mieux. Moi, je pense que Godard, il aurait kiffé d'avoir Internet en 1953. Mais là où je veux en venir, c'est que quand toi, tu me parles de toutes ces productions audiovisuelles de la télévision algérienne, est-ce que tu savais déjà que ça existait pour avoir lu à droite, à gauche, ou pas du tout, tu les découvres, tu les découvres? Je les découvre, beaucoup, je les découvre. C'est souvent en cherchant une chose que je tombe à côté, et que c'est l'à côté qui est plus intéressant. C'est souvent comme ça. Après, il y a quand même eu des écrits, hein, faut pas le nier et tu as une revue, par exemple, comme Cinémaction, Mhm. de Guy Hennebel, qui a existé pendant, je sais pas, 30, 40 ans peut-être et qui a beaucoup travaillé sur le cinéma algérien et qui a fait un gros travail de filmographie et des fois, tu trouves dans ces filmographies des films, bah, qu'on n'a toujours pas vus.
Et moi, ça m'intéresse vraiment de les retrouver. Donc je creuse, je creuse, je creuse. Parfois, je vais jusqu'à contacter les familles. Je vais pas trop taper à la porte des institutions, en fait, tu vois? Parce que les rares fois où je l'ai fait, bah, j'ai trouvé porte close. Donc et là, j'essaie de leur faire comprendre qu'on va dans le même sens, en fait, que le but, c'est de valoriser le patrimoine audiovisuel et cinématographique algérien. Donc vous voyez bien ce que je fais depuis 12 ans, je suis pas méchant, faisons les choses ensemble, en fait. Mais pour le moment, ça répond pas réellement. Du coup, je cherche autrement mais il y a des choses qui restent inaccessibles, les archives de la télévision algérienne. Moi, il y a plein de gens qui me contactent sur la plage, j'ai besoin de vacances, tu vois? Mais non, sur la page Facebook qui me demande des mon père a joué dans tel film en 72, ma sœur a été filmée en 94, ouais, mais mec, j'ai pas l'accès à ça moi. Moi, c'est le hasard qui fait les choses. C'est vraiment des choses qui me Ouais, tombent mais dans ça dit quelque chose. Regarde, quand tu moi, il y a mais c'est non, mais c'est génial. Je connaissais pas cette anecdote, mais je la trouve vraiment très belle en soi et je pense que tu as bien réfléchi à cette anecdote, mais ça dit aussi quelque chose. Ça dit que c'est comme quand tu parles de la première fois que tu entends le public à Béjaïa parler d'un film et il faut dire que si on n'a pas vécu ça, moi, quand j'ai découvert le public à Béjaïa, si on a si c'est autre j'ai jamais vu ça de ma vie, hein. C'est-à-dire qu'on a mais il y a aussi parce qu'il y a tellement peu de films que quand on parfois on demande à un film d'être, la somme de tous les films qu'on n'a pas pu voir ou qu'on a envie de voir et donc il y mmh, a un peu de ça, c'est que comme il n'y a pas une véritable politique de travail, de restauration, de défrichage et que toi tu arrives et que tu as aussi une moi je peux le dire parce que je te connais, tu es très humble, mais moi je peux le dire, tu as une place très importante dans ce domaine-là, bah, les gens se disent: «Bon, bah, on va contacter Nabil Djedouani». non, Alors mais que oui, parce qu'en alors plus que le travail que tu fais est autre chose, c'est autre chose. Archives numériques du cinéma algérien, on dirait une institution. Donc les gens pensent vraiment que je suis une institution étatique, tu vois? Je suis même contacté, pas plus tard avant notre communication, j'étais contacté par une boîte de prod qui cherche des images de Moudjahidat pour un documentaire. Sauf que moi, j'ai aucun droit sur ce que je diffuse quasiment, à part les films que, ben, depuis, j'ai appris à que j'ai pu numériser, dont j'ai contacté les ayants droit et cetera, qui sont en cours de restauration. Donc tu vois, ça, c'est un travail. Ça évolue vers quelque chose de plus pro. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais en dehors de ça, ça reste un travail de piratage et encore une fois, bah, j'aimerais bien aider tous ces gens qui recherchent des films dans lesquels ils sont apparus et cetera. Mais je n'ai pas ce pouvoir-là. Par contre, la télé algérienne, oui, gagnerait beaucoup, et même en termes d'argent, à numériser ses fonds et à créer une plateforme de type INA. Parce que moi, je reçois beaucoup de demandes et il y a un vrai intérêt, en fait, pour les archives algériennes, que ce soit en Algérie ou ailleurs. Donc oui, j'espère qu'un jour l'Algérie, pourra se doter d'une telle plateforme, qu'elle numérisera tous ses fonds et qu'il soit un peu plus accessible. Parce que moi, c'est mon travail en fait, c'est rendre accessible, tu vois? Pour moi, ce qui est important, c'est donner à voir, rendre accessible et si possible, gratuitement. Par exemple, prenons une période qui est, elle a plusieurs noms, mais les morts sont toujours les mêmes. C'est-à-dire la guerre civile, la décennie noire, c'est les années 90. Est-ce que toi, de ta position, est-ce que c'est une question où j'ai pas de réponse à cette question, en fait. Je suis très curieux de ta réponse. Est-ce qu'il reste encore des images à découvrir de cette période-là? Qu'elles soient enfin, surtout télévisuelles, hein, pour le coup, parce qu'on a Ouais. beaucoup voilà. Est-ce Oui, qu'il en oui, reste selon toi? ben, il en reste bien sûr. Tu as des longs métrages qui ont été faits notamment au début des années 90 qu'on a très peu vus, comme par exemple, Le démon au féminin. Oui, ça j'en ai entendu parler celui-là. Oui, oui. Oui, oui, Genre de oui. film dont on entend parler, qu'on n'a jamais vu. Enfin, moi, j'ai pu choper des extraits parce qu'à l'époque, il y a eu des reportages de la télévision française sur cette réalisatrice et ce film, Je donc crois qu'il y avait un article sur Libé, je crois. J'avais lu un article dans Libé, je pense, ou dans c'est possible, ouais, possible, ouais. ouais. Mmh. Donc, il y a ce genre de film, par exemple, et puis il y en a beaucoup d'autres. Il y a un film sur Isabelle Eberhardt qui a été tourné, pareil, dans les années 90, qui s'appelle Errance. Jamais vu. Toute la production audiovisuelle, parce que les gens ont continué de faire des choses, tu avais par exemple, Bila Hudud, l'émission Bila Hudud qui a été Mmh. culte. Tu as l'émission Bled Music, Oui. qui a été culte, mais qui s'est arrêtée très tôt dans les années 90. La question, c'est mes archives, je les arrête quand? Tu vois, dans ma conception, quand est-ce qu'un film devient une archive, tu vois? Donc Ouais. pour des soucis de droit d'auteur, notamment, je vais très, très rarement sur des films faits à partir des années 2000. Parce que je me dis que c'est des films qui peuvent continuer d'être exploités commercialement et cetera, donc je vais pas là-dessus.
Et ouais, une fois pour la blague, je disais: «Je me suis arrêté à l'élection de Bouteflika, donc 99». Donc je travaille sur tout ce qui a été fait avant 99. Mais oui, ça va fluctuer parce que plus le projet avance, plus je vais vieillir et plus la limite va pousser. Mais, mais oui, il y a des choses à retrouver dans les années 90. Hem, Après cette période, voilà, on le sait, c'est une période difficile, délicate, c'est très touchy de revenir dessus. Il y a tout un enfin, il y a tout un une pensée éthique à avoir et puis surtout aussi, tu vois, dans ce travail d'archives, parfois je pense que j'ai eu la maladresse de montrer ou de diffuser des films parce que j'étais dans l'excitation de la découverte et l'envie de partager, Mmh. de choses que les premiers concernés voulaient peut-être oublier et ne voulaient pas montrer. Et ça aussi, c'est un vrai problème et c'est un vrai questionnement, tu vois? Heu, c'est arrivé assez récemment d'ailleurs pour un film, pour le coup, filmé, fin 80, mais sorti pour des raisons de production qu'au début des années 90. Je vais pas te donner le titre du film, mais j'étais très content de le retrouver, j'ai eu très vite envie de le partager et là, j'ai reçu un message d'une personne qui m'a dit: «C'est super que tu aies retrouvé le film, mais c'est très compromettant pour moi si tu le diffuses et aujourd'hui, je préfère que ce film ne soit pas montré» et cetera. Bah, je ne peux que respecter ça, en fait, tu vois? Mmh. Mais peut-être que parfois, par accident, je l'ai fait sans m'en rendre compte. Donc maintenant, j'essaie de faire un peu plus attention à ça et sur la période délicate des années 90, je pense qu'il faudra, ouais, redoubler de vigilance, quoi et puis des fois, encore une fois, sans citer les choses, je sais pas, tu as vu passer un truc sur ma chaîne, YouTube, une conférence de presse, il y a pas si longtemps que j'ai partagé. Mais j'allais t'écrire pour te dire: «Mais elle est où? Bah, je l'ai Elle est supprimée. géniale! Elle est Oui, géniale!» mais je l'ai supprimée parce qu'en fait, en la revoyant, je me suis rendu compte qu'à la fois, la personne concernée pouvait considérer que j'avais diffusé cette personne contre elle, parce qu'il se dit des choses hyper délicates au moment où nous sommes aujourd'hui. Oui, c'est vrai que et puis il y a des on peut pas dire, mais il y a des regards qui sont un peu particuliers. On va dire Ouais. ça comme ça. Donc, en fait, en la revoyant, je l'ai supprimée parce que je veux pas causer de problème aux personnes, je veux pas me causer de problème et cetera. Oui, oui, bien sûr. C'est malheureux, mais je pense que c'est important aussi parfois d'être dans une certaine autocensure, hein, j'essaie de pas en abuser du tout, mais je veux pas que ça soit je veux pas mettre des personnes mal à l'aise, en fait, et je veux pas faire ce travail contre les gens, surtout pas. Mais tu vois, sans nommer quoi que ce qui que ce soit ou quoi que ce soit, moi je me souviens, enfin, je nommerai pas, le passage en l'occurrence, mais moi je me souviens quand les Mutins Tangers avaient édité, Nala de Belloufa en DVD, ils avaient pris comme bonus, ils avaient eu l'autorisation, je crois, de Jocelyne Sab et donc on avait vu le making of du film Ouais. et moi, la première sensation que j'ai eue, c'est que, nous avons connu Farouk Belloufa à un âge très avancé, avant qu'il décède, mais nous ne savions pas comment était Farouk Belloufa, quand il avait 20 ans ou 30 ans. Comme nous ne savons pas comment était Alouache quand il avait 20 ans, enfin, attends, on sait qu'Alouache, Moi, je sais. écoutait et s'habillait comme Jacques Dutronc, c'est ce que nous disait Belloufa. Moi, j'ai des super photos. Il a été adorable pour un projet de livre qui malheureusement, mais peut-être qu'il existera un jour. Il m'a ouvert ses archives, Merzak Alouache. Ouais. Et j'ai numérisé chez lui des photos de sa jeunesse, de l'époque où il était à l'IDEC, même des photos de son enfance, des photos de tournage de Amal Gatlato. Et ouais, il était stylé. Il paraît qu'il y avait une élégance, il y avait un style. Mais c'est là où je voulais en venir, c'est que quand j'ai vu Belloufa jeune, je me suis dit, ça m'intéressait de savoir que ces gens-là, ils ont eu aussi une jeunesse. Et est-ce que et c'est quand je découvre certaines, certaines archives et je vois des gens, que j'ai toujours vus à un âge très, très avancé, ça me rappelle qu'ils ont été aussi jeunes. Ça me rappelle aussi qu'il y a eu des moments très importants qu'on ne connaît pas, qu'on sait que ça a existé et qu'ils sont là. On entend souvent quand on commence à travailler sur l'art en Algérie et notamment le cinéma parce que ça nous réunit tous les 2, il y a toujours des gens qui te disent: «Il y a un problème avec la mémoire, il y a un problème avec la mémoire». Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as mis de côté parce que ça peut freiner dans ton travail ou effectivement, il y a peut-être un problème avec la mémoire? C'est-à-dire, l'envie que cette mémoire, de la conserver, d'en faire quelque chose et que ça permette aussi d'avancer? Alors, moi, j'ai sans doute mis ça de côté, tout en comprenant qu'il y avait peut-être parfois des films que certains cinéastes n'avaient pas envie de revoir, qu'ils n'assumaient plus. Et qu'il y avait peut-être des périodes délicates, voire compromettantes, comme la période coloniale. Ouais. Parce que bon, ce que je vais dire est un peu touchy, mais beaucoup de gens
qui ont fait la culture algérienne post-indépendante ont raconté qu'entre 54 et 62, ils s'étaient mis en stand-by et que limite ils étaient au front ou avec la troupe artistique du Front de Libération Nationale. Malheureusement, c'est pas le cas. Je fais pas une généralité, mais pour certains, c'est pas le cas. Et c'est une période très ambiguë qui, moi, m'intéresse parce que ces gens-là, à ce moment-là, ils n'étaient pas au maquis, mais ils ont fait d'autres choses et qui est quand même une sorte de défense de la culture algérienne. Et ces films-là m'intéressent particulièrement. Mais je sais aussi que ces films-là, on n'a pas forcément envie de les voir. Des films qui ont été tournés entre 54 et 62, avec des comédiens algériens que tu retrouves après à l'indépendance dans les grands classiques du cinéma algérien, ces films-là, c'est délicat de les montrer, c'est délicat parce que tout de suite les gens vont dire ah ouais, quand les autres étaient au maquis, lui il faisait la fête dans les studios de la télévision française en Algérie. Mais pourtant c'est hyper intéressant. Et ça, c'est une zone d'ombre compromettante, mais qui mérite d'être documentée aujourd'hui. Et j'ai très envie de faire ce travail. Bah, Voilà. Zemmouri, il le montre ça dans son film, je crois, c'est Les Folles années du twist, si je me souviens bien, où tu as le fils, de Mohamed Lagdamina, c'est Malik, je crois, si je me trompe pas, qui Mhm. chante, qui incarne un personnage. C'est un film remarquable et il chante une chanson devant tout le monde lors d'un télécrochet. D'ailleurs, c'est Jamel Ouais. Hallam qui anime Le Regretté et tu as Ouais. 2 femmes voilées qui disent: «Pendant que nos fils sont en train de se battre au maquis, toi tu chantes». Eh ben, exactement ça. Il y a beaucoup de gens qui chantaient à ce moment-là, mais ils chantaient l'Algérie, en fait, c'est ça. Et je me suis toujours dit, en gros, si j'écris une thèse un jour, je m'intéresserai à cette période-là, parce qu'elle est vraiment hyper intéressante et ça interroge, ben, l'artiste en temps de guerre, quoi. L'artiste pendant le conflit. Parce qu'encore une fois, tout le monde n'était pas à Tunis avec la troupe, du Front de Libération Nationale, la troupe artistique du Front de Libération Nationale. Et c'était intéressant artistiquement. Et il y a même eu des choses avant 54, parce qu'aujourd'hui, par exemple, l'historiographie algérienne, du cinéma algérien, elle a vachement bougé. Aujourd'hui, les gens, enfin, on dit le cinéma est né au maquis. Mais tu as remarqué que depuis quelques années, on dit non, mais en fait, en 52, il y a un gars qui s'appelle Tal Hannash, qui a fait Mmh. un film qui s'appelle Les Plongeurs du désert, et c'est là la naissance du cinéma algérien. Donc, si 52, c'est la naissance du cinéma algérien, moi je veux bien que tout le reste soit aussi le cinéma algérien. Parce qu'encore une fois, le cinéma algérien se divise en 2 catégories. Peut-être la voie qui est celle du maquis, des films militants, et puis la voie qui est celle de la fantaisie, du théâtre filmé, des opérettes, etc. Et qui derrière donne Tahia Didou, quelque part, et qui donne aussi Hassan Terro. Parce que l'histoire de Hassan Terro, au début du film, il sort d'où? Il sort de la télévision française d'Algérie. Donc, tu vois, il y a cette période très délicate qui me paraît passionnante. Moi, j'ai retrouvé des revues de l'époque. C'est très, très riche. C'est très, très riche. Il faudrait travailler là-dessus, mais pas par provocation, simplement pour écrire l'histoire, tout simplement. Et peut-être écrire une autre histoire du cinéma algérien. Voire réhabiliter les choses. En France, il y a toujours elle est toujours aussi frileuse, hein, c'est l'histoire, des artistes pendant, l'occupation allemande. Elle est toujours aussi frileuse cette histoire et elle est toujours aussi passionnante, toujours aussi intéressante. À côté de ces archives, tu as porté aussi, d'autres casquettes. Je l'ai nommé au début de l'émission, dont celle d'acteur dans l'histoire de Judas. Est-ce que, bon, on le sait, il y a l'envie aussi de faire autre chose à côté, voire même d'aller jusqu'à fabriquer tes propres images, mais ça, c'est là depuis très longtemps. Mais est-ce qu'on peut dire que toutes ces casquettes, finalement, ont été à un moment des moments de respiration pour ne pas trop être dans ton projet d'archives, de te permettre parfois des parenthèses, des respirations? Alors non, c'est un parcours de vie comme ça, fait de rencontres, magiques, souvent liées à Béjaïa. Par exemple, Rabah, il me revoit à Béjaïa après m'avoir vu, 7 ans avant à Saint-Étienne. Tentative d'installation foireuse en Algérie, je suis devenu un vrai, je sais pas, il me voit avec une barbe comme ça, les cheveux longs, le mec qui sort de sa grotte et il se dit: «Bon, il va jouer Jésus», tu vois? Donc c'est des beaux cadeaux de la vie, heu et comment dire? Là, par contre, là, aujourd'hui, je pense que j'ai besoin d'une pause. Aujourd'hui, je pense que j'ai besoin d'une pause. 12 ans, c'est pas rien. 12 ans de précarité, hein, parce qu'il faut pas se voiler la face, hein. Voilà, il y a aussi, une situation économique qui est délicate, donc 12 ans,
je pense qu'il est temps de reprendre son souffle et puis reprendre son souffle ailleurs. Ça peut être par, réaliser un film, peut-être jouer dans un film, peut-être, je suis sur des projets d'écriture, tu vois? Mais qui sont toujours liés au cinéma algérien, toujours. Faut que j'arrive à en sortir peut-être. Tu as envie d'en sortir un moment? Parce que tu ne viens pas que de là, tu es cinéphile aussi. Est-ce qu'il y a un moment, tu te dis: «C'est trop, il faut aussi que je m'en sorte pour mieux revenir après»? Ouais, là, je crois que je suis dans la période du trop, là. Je suis dans la période du trop où je suis un peu à bout et surtout, en fait, non, j'ai pas envie d'en sortir, mais quand tu ressens parfois une sorte d'animosité ou de rejet, ça, c'est violent, en fait. Parce que je me dis: «Waouh, après 12 ans de travail, qu'il y a encore des gens qui doutent de comment dire? De mon honnêteté ou de ouais, de ma sincérité dans ce travail de valorisation et qui tentent de le critiquer, voire de le détruire». Je trouve ça dur et ça, cette violence-là me donne envie parfois d'arrêter. Mais comme je te le disais au début de cette conversation, il y a toujours quelque chose qui vient te sauver, qui vient te donner un regain d'énergie. Mais, faudrait pas non plus devenir une sorte de j'ai pas envie une fois, il y a quelqu'un qui a utilisé un terme comme ça en disant: «Oui, c'est le gardien du temple». Mais non, en fait, surtout pas! Je suis pas le gardien du temple de la mémoire des archives algériennes. Déjà, j'ai d'énormes lacunes. C'est-à-dire moi, par rapport à quelqu'un qui a vécu de l'intérieur ce cinéma, je suis rien. Je suis un passionné, quoi, un amateur passionné qui a envie de partager. Je suis pas quelqu'un qui peut avoir, connu l'Ahdar Amina, Ahmed Rachdi, qui a pu vivre les tournages de l'ONSI, que je n'ai pas non, non. Mais, mais oui, faire une pause, je pense que ça pourrait être bien. En sortir, non, tu vois, par exemple, je me dis que le numérique, c'est très bien, mais qu'il faut écrire. Il faut écrire les choses. Je te parlais d'une thèse, je pense que je la ferai jamais, mais je me dis: «Il faut laisser des écrits». Heu, Ça, c'est important, donc peut-être écrire un livre sur le cinéma algérien, ce serait très bien. Je sais pas si j'en aurai la force et l'inspiration. Faire des films, parce que ça fait des années que je raconte que je veux faire un film, par exemple, sur le rock algérien, tu vois? Ça fait combien d'années? Je pense que dès le dans la notre premier échange, j'ai dû t'en parler. J'ai toujours rien fait, tu vois? Donc si je veux refaire des films, il faudra peut-être mettre en pause ça, mais surtout, encore une fois, le transmettre. Et aujourd'hui, il y a des jeunes personnes qui aiment ce que je fais et qui veulent j'ai reçu une lettre de motivation, là, par exemple, tout à l'heure, d'une jeune femme qui est étudiante à Sciences Po et qui me dit: «Comment je peux vous aider? Est-ce que je peux faire un stage?» et cetera, tu vois? J'ai un jeune gars d'Alger qui me dit: «Ouais, j'ai envie de filmer ton travail». Je sais pas trop ce qu'il va filmer, mais OK. Donc il y a et ça, c'est une super belle victoire, d'avoir fait en sorte que ces films du passé, eh ben, intéressent et passionnent la jeunesse d'aujourd'hui. Ça, c'est magnifique et qu'ils veulent prendre le relais, c'est bien et j'ai envie de le transmettre et j'ai envie de le passer. D'ailleurs, il y a une jeune femme qui m'aide sur la page, enfin qui m'aide, que j'ai invitée à publier des choses sur la page, des archives numériques, qui s'appelle Mmh. Aya, qui est à Constantine et que j'ai repérée, si tu veux. Je la trouvais brillante parce que je voyais qu'elle avait une capacité pour, retrouver des documents très impressionnante et du coup, je lui ai dit: «Bah, si parfois tu as envie de partager des choses sur la page, bah, voilà, tu as un accès au compte, tu peux le faire quand tu veux» et ça, je pense que c'est quelque chose que je vais multiplier parce que ce projet, il peut exister que comme ça, que dans la transmission, que dans la collaboration, hem et voilà. Pareil comme le site internet, je parle de créer un site internet, ça fait des années, mais sauf qu'en fait, j'ai jamais eu les moyens, ni réussi à trouver des partenaires avec qui nous avions la même vision. Et ça aussi, tu vois, j'ai envie d'avoir enfin un site internet qui soit une base de données pour mettre en ligne tout ce que j'ai accumulé et d'être un peu plus tranquille, tu vois? Pour faire autre chose. Si un jour tu trouves, enfin la figure du grand-père dans un film, tu trouves quelque chose, comment ça va se passer après? C'est le Waouh! début de la fin, je pense, pour les archives. Oui, bah, je pense qu'en fait, je fais en sorte d'éloigner ce moment. Je fais en sorte d'éloigner ce moment au maximum. J'évite soigneusement les archives, militaires de Vincennes, mais en fait, cette quête, elle n'appartient pas qu'à moi, elle appartient aussi à mon père et moi, j'aimerais bien que mon père se réconcilie avec son histoire. Et moi, je crois beaucoup à j'ai oublié le terme, mais tu sais, on parle des transmissions comme ça mémorielles à travers la génétique. Et si on peut un peu libérer notre descendance de tous ces traumas qui ont été d'une violence extrême, hein. On parle de colonialisme, on parle d'expropriation, on parle de violence physique, on parle de meurtre, on parle d'assassinat. Si on peut libérer les prochaines générations, si on peut soigner ça,
Ce serait magnifique, tu vois? Et moi, j'ai très envie de m'inscrire là-dedans. Donc ça, ce serait une belle victoire dans la vraie vie. Et après, il y a déjà, tu vois, il y a déjà plein d'initiatives inspirées des archives numériques du cinéma algérien qui existent, qui commencent à exister, qui popent un peu de partout. Et voilà, ce sera dur à vivre pour moi, parce que c'est dur à vivre. Il y a un côté forcément possessif dans tout ça, mais peut-être que la façon de mieux vivre ça, ce sera de faire mes propres films, tu vois? Ah ouais, ça, je croise les doigts. Les rencontres cinématographiques de Béjaïa, la 19e édition, c'est du 24 au 29 septembre, si je me trompe pas. Ouais, c'est bien ça. Euh, on y sera. On y sera après quelques années, après maintenant, après 5 ans d'absence. Donc, on y sera, très content. On en parlera aussi de cette rencontre, enfin de ces rencontres. Et puis, il y a la chaîne YouTube, hein, dans le descriptif de la vidéo. Vous avez le lien, les archives numériques du cinéma algérien. Il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire encore, mais on va laisser maintenant Nabil retourner à ses occupations cinématographiques les plus complexes. En tout cas, merci d'avoir pris le temps comme ça de ce dialogue-là. Je mettrai 3 points de suspension en espérant que tu reviennes à un autre duo pour parler d'autre chose, peut-être de ton prochain film. Ça serait vraiment un plaisir en tout cas, Je suis très content d'avoir eu cette conversation avec toi. Je t'ai longtemps fait attendre, mais je pense que ça arrive au bon moment, tu vois? comme d'habitude. Merci à toi Nabil. À très vite. À bientôt. Salut Générique. Samir. Up arrive in the canyon. That's where I long to be with my three good companions.